Bonjour et bienvenue dans ce nouveau vlog. Aujourd'hui je suis à Aguascalientes, il est 5h30 du matin et je pars voir le Machu Picchu. Je peux même pas croire que je suis en train de dire ça et que ce soit la vérité. Pour aller voir le Machu Picchu, il y a deux possibilités. Soit vous faites une rando d'1h30 entre Aguascalientes et le Machu Picchu, soit vous prenez un bus qui coûte 12 € pour faire 10 km. Alors le bus est incroyable, il y a énormément de place pour les jambes. Ce bus pour monter en haut de la montagne va prendre 25 minutes et va faire 10 km parce qu'il faut vraiment serpenter jusqu'en haut de la montagne alors qu'à pied il n'y en a que pour 3 km. Pendant l'ascension jusqu'au Machu Picchu, le soleil se lève doucement. J'aperçois la brume qui recouvre les pics montagneux. C'est juste magnifique comme spectacle. Après 25 minutes de montée, le soleil s'est levé pendant la montée. Je suis maintenant à 2400 mètres d'altitude et là je vais attendre l'entrée du Machu Picchu. Normalement je pouvais rentrer seulement à partir de 7h et il est 6h05 et j'ai pu rentrer. Ils sont plutôt cool. Le billet d'entrée coûte 158 soles. Pour l'instant il y a de la brume sur les montagnes mais ça les rend aussi tellement magnifiques. Voilà le début. Moi je vais faire le circuit 2 qui est le circuit le plus long. Quand vous réservez pour le Machu Picchu, vous avez le choix entre 4 circuits qui ne nous autorisent pas à aller aux mêmes endroits. Il y a 2 circuits avec les ascensions des 2 montagnes qui encadrent le Machu Picchu. Mais moi j'ai choisi le circuit qui me permet de voir le plus de sites du Machu Picchu et pas de le voir en hauteur en faisant une ascension. Tour inclut le Inca Bridge et du coup je fais par ici. Ça y est, la brume est en train de s'élever tranquillement. Les Incas ont construit des terrasses agricoles bien sûr, mais ils ont aussi construit des terrasses de drainage parce qu'ici pendant la saison des pluies il y a énormément de pluie et donc du coup ces terrasses minuscules servent en fait à récupérer l'eau et à éviter les éboulements de la cité. Ici c'est le chemin pour ceux qui veulent faire la montagne du Machu Picchu qui se trouve actuellement complètement dans le brouillard. Et par ici, circuit 2. Le Machu Picchu est une ville qui a été construite dans les années 1440 après Jésus-Christ. Elle est donc pas si vieille que ça cette ville et elle n'a été occupée que 24 ans. Elle a été abandonnée parce que les dirigeants incas se sont désintéressés d'elle et qu'ils ont construit d'autres villes aux alentours. J'imagine qu'ici normalement c'est une très jolie vue sur les montagnes. Bon bah moi je vais l'imaginer alors. Il commence à y avoir un petit peu de ciel bleu donc j'ai un espoir. Derrière moi, normalement, vous avez la vue sur le Machu Picchu, mais comme vous voyez, c'est pas du tout dégagé. Là, ils viennent ouvrir le chemin pour aller voir le pont des Incas, ce qui fait que je vais y aller. Comme c'est un aller et retour, d'ici 40 minutes, je suis là et j'espère que ce sera dégagé. De ce côté, le paysage n'est pas beaucoup plus beau. Et je vais marcher jusque là, jusqu'au Inca Bridge. On sait très peu de choses sur le Machu Picchu et pourquoi il existait parce que les Incas n'avaient pas de langue écrite. Mais ce que l'on sait c'est qu'il y avait 8 chemins qui dans la jungle menaient jusqu'à cette ville et donc elle devait être très importante. Et là en fait je vais voir un pont et je suis actuellement sur un des 8 chemins qui mènent à la citadelle. Parce que le chemin est étroit, les pierres sont glissantes et là c'est directement le ravin. Quand je suis arrivée ce matin, j'étais convaincue que je me retrouverais dans un site archéologique avec des milliers de personnes. Et finalement, je me retrouve à marcher depuis 15 minutes sur un petit chemin et à faire une petite rando toute seule parce que le pont des Incas, en réalité, est un supplément, qu'il est très limité au nombre de personnes et que personne n'a décidé de le faire dans le brouillard, sauf moi. Les Incas étaient très forts en pont, ils savaient en construire en bois, en pierre, des suspendus. Et celui qui est juste à côté de moi, en fait c'est un pont en bois, mais il est un petit peu particulier parce que le long de la falaise, ils ont construit 2 grands murs, mais 2 grands murs qui ne se jouxtent pas. Et donc du coup pour accéder d'un mur à l'autre, il faut passer par ces espèces de rondins de bois collés à la montagne qui ont l'air de faire super peur. Et l'avantage de ce pont, c'est qu'il permettait déjà 1 de délimiter la ville du Machu Picchu et 2 de pouvoir enlever les rondins de bois en cas d'attaque et du coup c'était aussi un système défensif. Visiter le Machu Picchu le matin, ça veut dire principalement attendre... Ah, je me suis pris une goutte dans l'œil. Attendre que le brouillard s'élève.
Avant, les touristes pouvaient emprunter ce pont jusqu'à la mort d'un touriste il y a quelques années, du coup ils ont décidé de le fermer. Moi perso, je suis pas triste de pas pouvoir le prendre parce qu'il me fait peur à distance. Il est 7h30 et j'ai l'impression que c'est en train de se lever un tout petit peu. Ça s'est tellement dégagé pendant le temps où j'étais à la porte. Je suis trop contente, ça veut dire que sans doute que j'ai la vue. Waouh, j'y vais. Après plus d'1 heure à me demander si la brume allait finalement se lever, toute mon attente a été récompensée et j'ai commencé à entrevoir le Machu Picchu. Là on peut voir hyper bien le Machu Picchu, le brouillard est parti. Donc ici on peut voir les terres agricoles, ici ce sont les bains cérémoniels, là c'est la grande place, là on a le quartier industriel, là on a le quartier résidentiel et ici le quartier industriel. Et là, la fameuse montagne Huayna Picchu. Là on voit hyper bien que la ville est composée d'une partie agricole ici et d'une partie urbaine ici. Chaque année, 1 600 000 personnes visitent le Machu Picchu, ce qui donne 4 300 personnes chaque jour. Il y a beaucoup de monde et vous vous dites peut-être que ça gâche tout, mais en fait quand on voit à quel point c'est beau, comment ne pas rester là, contempler, prendre des photos pour les ramener chez soi et pouvoir les regarder à volonté. Franchement je comprends qu'il y ait tout ce monde, ça le mérite largement et je suis contente que tout ce monde puisse en profiter. Pour pouvoir habiter aussi haut avec des montagnes aussi escarpées, les Incas ont développé une technique agricole permettant de créer des terrasses. Les terrasses elles sont faites avec des pierres et l'avantage de ces pierres c'est qu'elles conservent la chaleur du jour la nuit et gardent la fraîcheur de la nuit le jour, et ce qui fait qu'en fait ça aide vraiment les cultures. Ils arrivaient même à faire 3 récoltes par an grâce à ça. La deuxième chose c'est que ces terrasses permettaient aussi un système de drainage pour éviter les éboulements en cas de forte pluie et notamment pendant la saison des pluies. On pourrait croire que c'est la guerre pour avoir la meilleure photo. En fait il y a un énorme endroit où il y a des très beaux points de vue et tout le monde s'entraîne. Du coup j'ai 1000 photos très jolies de moi et j'ai pris 1000 photos cool d'autres touristes. Voici la maison du gardien. C'est une des seules maisons restaurées et on peut voir le toit de chaume qu'il y avait chez les Incas. Les Incas momifiaient les gens les plus importants de la noblesse sur la pierre qui se trouve à côté de la maison du gardien. Et le Machu Picchu se trouve au milieu de montagnes. Il y a encore un petit peu de brouillard, c'est trop beau. Voici la porte principale de la ville. Ce qui est exceptionnel dans les portes incas, c'est qu'elles sont à double. Et ça veut dire qu'ici il y a une pierre et 2 pierres pour les ouvrir. Le Machu Picchu a été construit en blocs de granit. Dans le secteur urbain, il y a plusieurs zones, une zone résidentielle, une zone industrielle et une zone pour la religion. Là, je suis au milieu de la zone pour la religion et vous voyez derrière moi le Temple du Soleil. Aujourd'hui, on n'est pas sûr et certain d'à quoi servait cette ville. Alors, une citadelle, ça a été rejeté par les historiens. Maintenant, est-ce que c'était un centre religieux important ou juste la capitale de l'Empire? On ne sait pas. Là, on peut voir que les fenêtres ont une base plus large que le haut. L'objectif de cette forme était que les bâtiments résistent aux tremblements de terre. La maison du gardien est tout en haut. Les villes incas sont toujours construites autour d'une grande place centrale. Là, elle sert à séparer la zone cérémonielle de la zone résidentielle et industrielle. Je suis devant le temple des 3 fenêtres. On ne sait pas exactement pourquoi il y avait ces 3 fenêtres. On suppose qu'une était pour le soleil, une pour la lune, une pour l'eau, et que les 3 éléments ensemble représentaient la vie. Elles sont trapézoïdales pour, comme je vous l'ai dit, résister aux tremblements de terre. Voici le temple principal du Machu Picchu.
À la base de ce temple, comme vous voyez, il y a des pierres absolument gigantesques et les Incas les ont déplacées alors qu'ils ne connaissaient pas le concept de la roue. En outre, les pierres de ce temple sont incroyablement bien taillées. Les Incas ne connaissaient pas le fer, c'est-à-dire qu'ils taillaient les pierres grâce à des pierres plus dures. Et là, elles sont tellement bien taillées qu'on ne pourrait même pas passer une feuille de papier entre deux pierres. Et en plus de ça, elles sont aussi faites sans mortier qui les attache, ce qui fait qu'en cas de tremblement de terre, elles sautent et elles se remettent en place. C'est pour ça que c'est toujours debout. Aujourd'hui, les terrasses agricoles ne sont plus utilisées au Machu Picchu, mais partout ailleurs au Pérou, elles sont encore utilisées par les Péruviens. Voici la petite place sacrée vue du ciel. Et voici la zone résidentielle. Je suis devant la fameuse Intihuatana. En fait, elle servait aux astronomes incas pour prévoir les solstices et donc régler leur religion. Les Espagnols étant contre les cultes païens ont détruit la majorité, mais il reste celle-ci. Pour voir cette pierre, il faut absolument arriver avant 10 h du matin. Le Machu Picchu est une des 7 merveilles du monde. Ces 7 merveilles du monde ont été élues en 2007 suite au vote de 100 millions de personnes. Elle fait partie des 7 merveilles du monde avec Chichen Itza, le Christ Rédempteur, le Taj Mahal, Petra, la Grande Muraille de Chine et le Colisée. Mais elle est surtout inscrite au patrimoine mondial de l'UNESCO depuis 1983. Je suis devant de nouvelles terrasses agricoles. En fait, c'était nécessaire pour nourrir les 500 habitants qui habitaient au niveau du Machu Picchu, mais on estime qu'elle pouvait nourrir plus de 10 000 personnes. La pierre qui indique quand étaient les solstices est placée en haut d'une pyramide. Ils ont reconstruit des fausses maisons incas pour qu'on voit à quoi elles ressemblaient à l'époque et c'est pour ça qu'ils les ont construites avec seulement 3 murs. Voici les murs. Il y avait donc des fenêtres trapézoïdales avec un toit en chaume. Je suis actuellement devant le rocher sacré, mais j'ai oublié pourquoi est-ce qu'il était sacré et je sais même pas si on le sait. Je vous l'indique en bas. Le rocher sacré mesure 3 mètres de haut et 7 mètres de large. Selon l'angle à partir duquel on le regarde, il représente soit un félin, soit à la même forme que la montagne qui se trouve derrière lui. Je suis actuellement dans le quartier résidentiel. Les maisons sont plutôt grandes parce qu'ici, les Incas vivaient en communauté. Les femmes ensemble, les hommes ensemble. Enfin, c'est ce que les archéologues pensent. Les murs sont construits par des tonnes de pierres avec des tailles différentes. On peut quand même voir que les plus grosses sont en bas et les plus petites sont plutôt en haut. Depuis un temps, on pensait qu'ici c'était une sorte de harem, là où les femmes vierges de l'empire Inca étaient enfermées, parce qu'on avait retrouvé énormément d'ossements de femmes uniquement. Seulement on a fait réanalyser ces ossements, on s'est rendu compte qu'il y avait autant d'hommes que de femmes, donc cette théorie est tombée à l'eau. Il y a un chercheur américain qui prétend avoir découvert ce site en 1911. En réalité, c'est faux parce que les locaux ont toujours su qu'il existait. Et déjà en 1860, un Allemand savait qu'il existait puisqu'il a conclu un accord avec le gouvernement péruvien pour piller toutes les richesses. C'était pas cool, hein. Et en fait, l'Américain, lui, il est surtout connu pour avoir fait des tonnes de clichés qu'il a vendus à National Geographic. Et donc c'est effectivement lui qui a fait qu'il est devenu célèbre. Pour construire un mur, un Inca se mettait ici, un Inca se mettait là, et il trouvait des pierres qui allaient être compatibles et il les enfonçait l'une en face de l'autre, et du coup ça créait un mur solide. Les murs sont ultra épais, ils font toute la longueur de mon bras. Non pas que mon bras c'est très grand, mais quand même. Je suis actuellement dans la zone industrielle. Et voici les bâtiments de la zone industrielle qui sont là. On peut voir un bâtiment qui en bas est construit avec des pierres parfaitement taillées et en haut avec juste la technique d'emboîter des pierres qui fonctionnent bien entre elles. Au bout des terrasses agricoles, vous avez une série de maisons qui servaient de garde à manger. C'est là où on conservait toutes les récoltes. Je suis devant le temple du Condor. On l'appelle comme ça parce qu'en fait c'est deux pierres taillées qui rappellent celles d'un condor déployé. En dessous du condor il y a une petite cavité mais malheureusement on ne peut pas y accéder. Ici, voici la pierre qui représente le corps et une autre pierre pour une aile déployée et une seconde pierre pour une seconde aile déployée.
Le temple du Condor est ouvert tous les jours de 10h à 13h et là il est pile 10h. Si vous voulez voir la situation des touristes à 10h, voici, je suis pas du tout toute seule. Je sors du Machu Picchu sans avoir vu le temple du soleil parce qu'en fait c'est pas inclus dans le circuit 2. Alors ce que je vous conseille de faire c'est d'acheter le circuit 4 parce qu'en fait personne au niveau du circuit 1 et 2 vous demande si vous avez votre billet. En revanche pour le circuit 4 oui. Et donc voilà, achetez le circuit 4 comme ça vous pourrez tout voir, 1, 2 et le 4. Je viens de sortir du Machu Picchu après 4h15 de visite. Ils contrôlent pas le temps que vous restez, mais en attendant comme de toute façon vous marchez un peu à la queue leu-leu avec les autres, bah vous allez au même rythme que tout le monde. Pour rentrer j'ai décidé de ne pas payer ce bus qui coûte aussi 12 $ pour redescendre, mais de prendre un chemin qui fait 3,5 km uniquement en descente. Je sais pas combien de temps je vais mettre. Comme vous voyez le bus fait d'énormes lacets et le chemin piéton descend tout droit comme ça jusqu'à Aguascalientes. Pour redescendre les 300 mètres de dénivelé, le chemin est en fait un escalier. La descente se fait dans la forêt, du coup vous voyez beaucoup et pas mal la jungle. L'environnement dans lequel le Machu Picchu a été construit, une jungle bien épaisse de la forêt amazonienne. Les marches, en fait c'est un escalier pour aller sur le chemin. Je viens de finir la partie en escalier, elle dure environ 1 heure et à distance 1,7 km et fait 400 mètres de dénivelé. Et évidemment je suis tombée sur la dernière marche, mais c'est bon, j'ai l'air d'aller bien. Et il reste encore 2 km de plus ou moins plat. Voilà le contexte dans lequel a été construit le Machu Picchu. Face poteau électrique, hein, les montagnes. Ces montagnes sont si grandes et si hautes et si belles aussi. J'ai oublié de vous donner un fun fact, c'est que si le Machu Picchu était aussi central, c'est parce qu'il se trouve justement entre l'Amazonie et les Andes, et c'est pour ça qu'il est à un niveau de 2800 mètres d'altitude, et donc du coup il servait sûrement de carrefour entre les différents Incas qui vivaient soit dans les Indes, soit en Amazonie. Maintenant 11h du matin et il y a une file d'attente énorme pour prendre le bus. Elle va jusque là-bas. Pourtant les bus partent dès qu'ils sont pleins en fait. Ils se remplissent, ils montent, ils déchargent les passagers, ils redescendent. Ils peuvent pas faire mieux. Au niveau de l'avenue Pachacutec, il y a plein de restos pour touristes qui proposent un menu à 20 soles. Ça fait 2 fois que je mange des menus à 20 soles et franchement ils sont plutôt bons. Là j'ai demandé une soupe de maïs qui était plutôt bonne avec du poulet grillé et enfin un pancake au chocolat qui s'est transformé en banane au chocolat. Si vous n'avez pas acheté votre billet pour rentrer sur le Machu Picchu sur internet et qu'il n'y en a plus, en fait il en reste en vente ici dans la ville d'Aguascalientes, dans cet endroit très exactement. Vous prenez un ticket le soir et le lendemain matin vous venez ici à 5h du matin et là ils vont vous vendre un ticket pour le jour même au Machu Picchu. Voici cette place d'Aguascalientes qui est trop mignonne et surtout avec les montagnes qui l'encadrent partout. La ville d'Aguascalientes est vraiment une ville très touristique, on ne peut pas se le cacher, et pour autant elle reste très mignonne, très sécurisée, avec plein de restos, plein de places. C'est une sorte un peu de Disneyland et on l'appelle même plus Aguascalientes, maintenant on l'appelle Machu Picchu Pueblo. Là je suis un peu en train de dire au revoir à cette ville parce qu'il y a un train qui m'attend dans moins de 30 minutes, en sachant qu'il faut y être 30 minutes à l'avance, je suis déjà en retard. Alors pour repartir, j'ai décidé de prendre le train au lieu de marcher les 12 km qui me séparent d'Hidrolética. J'ai pris le train le moins cher, c'est-à-dire le train qui va le moins loin. Il me dépose vraiment juste à Hidrolética et il m'a coûté 37 $, soit environ 35 € je crois. Et du coup ce train ne part pas de la gare centrale mais d'une petite gare à côté du commissariat. Alors ce train a des beaux sièges en cuir bien espacés sur les uns des autres. Il a des fenêtres à 180 degrés. On a des fenêtres de toit et encore de toit. Et ici, un grand espace pour laisser ses bagages ici. Et enfin, il y a des toilettes les plus grandes que j'ai jamais vues dans un train.
que está pasando, que con la orquesta ya llegué. Escucha bien mi tumbadito tan sabroso, porque tiene su caché. Escucha el bajo, baila y el güiro, escucha el piano y el tren. Après 30 minutes, le train vient d'arriver et là je vais au niveau du parking d'Hidroletica parce qu'il paraît qu'il y a plein de bus, donc je croise les doigts. J'attends mon collectivo, je l'ai payé 60 soles. Autant vous dire que je l'aurais payé aussi cher en réservant sur internet, sauf que quand c'est un collectivo vous devez marcher 10 minutes en dehors d'Hidroletica pour arriver dans cette zone d'embarquement. Alors que si vous réservez sur internet, ils viennent vous chercher directement devant Hidroletica. Pour trouver la station de collectivo, vous tapez sur Google Estación de Buses de Hidroletica et vous allez trouver l'endroit exactement où je suis. Ça ressemble à un café et il y a plein de bus qui partent tous les quarts d'heure et moi il faut encore que j'attende un quart d'heure pour qu'ils partent. Le trajet en collectivo fut épique, le chauffeur s'endormait alors qu'on était au bord de ravins. Il a donc appelé un de ses collègues et nous avons changé de collectivo et de chauffeur, ce qui nous a assuré un voyage en bien meilleure sécurité. Nous sommes quand même rentrés à près de 21h à Cusco parce qu'il y avait de très nombreux travaux qui nous ont ralentis ainsi que des embouteillages en arrivant à Cusco. J'ai donc arrêté de filmer parce que j'étais épuisée. C'est donc la fin de ce vlog, merci de l'avoir regardé jusqu'ici. N'hésitez pas à le liker si vous l'avez aimé et à vous abonner pour voir celui de la semaine prochaine.